Alors, ben, bonjour, bienvenue tout le monde à ce webinaire euh, long- longtemps attendu. Marie-Denise, est-ce que tu voulais nous dire quelque chose avant de débuter? Je voulais vous présenter. Ah, ben, vas-y. Donc, Alors, bienvenue au webinaire Une évaluation mobilisatrice et utile, repère pour une évaluation au service de vos démarches collectives de Communagir. Et en fait, c'est un groupe de travail sur l'évaluation qui va vous proposer des outils, qui va vous partager cette compréhension-là. Je vais laisser vos deux conférenciers vous en parler plus en détail. Donc, je vous présente à l'instant Alain Meunier, qui est conseiller en développement, en recherche et développement à Communagir, et Sophie, chargée de projet à Communagir également, qui ont travaillé avec ce groupe sur l'évaluation. Donc, je vous laisse en bonne compagnie. Bon webinaire tout le monde. merci Marie-Denise. Alors, bonjour tout le monde. Vraiment heureux d'être là avec vous ce midi pour partager, comme Marie-Denise le mentionne, là, les résultats du groupe de travail. On espère là, que ça va être quelque chose qui va être utile aux acteurs terrain. Je mets à l'instant même notre présentation, c'est toujours un petit défi technique là. Alors, un petit instant, je vous partage mon écran. Alors, pendant que je fais ça, euh, Marie-Denise le mentionne, là, j'accompagne, je suis une des deux, en tout cas, il y a eu plusieurs accompagnateurs communagir, mais une des personnes qui a accompagné le groupe de travail sur l'évaluation depuis ses débuts. Et donc, on vous présente les résultats de ce travail-là cet après-midi. Je voulais vous dire, dans le fond, là, mon rôle a été là, de soutenir en compagnie de mes collègues ce travail-là. Et puis, voilà, je pense que Je, merci Sophie, Ça merci fait bien. plaisir. Alors voilà. Alors, donc on est vraiment heureux de vous présenter ça aujourd'hui. Sophie, veux-tu te présenter? Oui, donc Sophie Michaud, chargée de projet de recherche à Communagir. J'ai accompagné le groupe dans ces derniers de groupe de travail sur l'évaluation dans ces derniers 1000 et dans la production là, de l'outil qu'on vous présente aujourd'hui. Donc voilà. Donc le Puis, chantier, comme vous oui. l'aurez remarqué, je suis très enrhumé. J'espère que ça ne brimera pas l'expérience de webinaire pour vous. Je vous remercierai d'être indulgent. Donc, quelques mots sur Communagir. Simplement pour vous dire, dans le fond, pour ceux qui connaissent pas l'organisation, on accompagne des démarches collectives sur l'ensemble du territoire du Québec. Là, dans le fond, on offre des différentes formes de services d'accompagnement et on a une équipe de conseillers basée à Montréal et à Québec. Et donc, on est surtout connu, je pense, pour ce type de travail-là. Un des volets moins connus, c'est le volet des projets partenariaux. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est une très bonne entrée pour connaître cet aspect-là du travail de Communagir. Donc, on collabore beaucoup avec d'autres organisations sur des projets communs et parfois aussi, on initie certains travaux. C'est le cas du chantier, des chantiers de Communagir, dont le groupe de travail sur l'évaluation, là, qui est un de ces chantiers-là. Et on espère cette action partenariale là, de pouvoir agir sur les conditions de réalisation et de pratique du développement collectif au Québec. Donc, euh, on vous invite bien sûr à aller pour en savoir davantage, là, à aller sur notre site internet pour voir nos activités, de vous abonner au bulletin aussi, ceux qui souhaitent nous suivre. Donc, on plonge le groupe de travail sur l'évaluation. Vraiment, ça a été un groupe qui a travaillé quand même de longue haleine. Là. Il y a eu bien sûr des hauts et des bas. Je vais quand même nommer les membres qui ont été participants, qui nous ont amenés à terme, là, je dirais, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont travaillé à différents moments. Mais donc, Maurice Bakindé du Réseau québécois de revitalisation intégrée, Ginette Boyer de la CASSIS, Lara Ivoy, qui est consultante, mentor agréée avec InnoWeave, Caroline Junot
d'avenir d'enfants, Jean-François Lévesque, de Municipaliste Conseil dans la région de Rivière-du-Loup, Normand Rondeau, de la Fondation Lucie et André Chagnon, et Frédéric Vincent, qui est consultant, qui accompagne des démarches en évaluation, entre autres, particulièrement dans la région de Gaspésie. Bien sûr, il y a eu aussi d'autres contributeurs là qui ont, puis là je les mentionnerai pas toutes, mais qui ont joué quand même des rôles très importants là. Surtout, il y a des gens qui ont été là dans les premières phases du chantier, qui ont enligné et par exemple défini le projet. Et on a eu une bonne équipe de soutien également là, de personnes qui nous ont appuyés à différents moments pour réaliser les travaux du chantier. Donc, si on va à la prochaine diapo, peut-être juste quelques éléments de contexte. Peut-être juste situer le travail qui a été réalisé vraiment. On a passé un bout de temps quand même à faire un état de situation en ce qui a trait à l'évaluation dans le contexte du développement collectif. Et ce qui ressortait vraiment comme élément central, c'est en tout cas, pour l'ensemble des membres du chantier, il y avait un constat quand même que les acteurs collectifs, on avait vraiment l'impression que les acteurs collectifs sous-utilisent des pratiques évaluatives. Et puis, ça a comme effet négatif parfois de pas mettre suffisamment en lumière les effets, l'impact de leur travail. Et donc, il y avait cette préoccupation-là là, de dire comment on peut davantage mettre en valeur ce qu'on fait et pour que ça soit plus connu, mais aussi qu'on puisse davantage améliorer ces efforts-là. Donc, dans un contexte où il y avait beaucoup d'initiatives au Québec, beaucoup de soutien pour le développement collectif, on avait l'impression que on a de la difficulté quand même à rendre compte concrètement de ce qu'on fait et ce que ça donne sur le terrain. Donc c'était une des grandes préoccupations. Et la deuxième préoccupation, c'est qu'on avait aussi l'impression que les acteurs avaient une difficulté ou un défi d'identifier leurs propres besoins en évaluation. Et puis, ils ne savaient pas toujours nécessairement comment s'orienter, comment bien amorcer une démarche évaluative, et ce qui faisait que parfois les gens se retrouvaient dans des démarches qui étaient pas toujours dans des démarches qui n'étaient pas toujours satisfaisantes. Donc, je dirais c'est peut-être les deux grands défis importants là, qui ont été orientants par la suite du travail qui a été fait. Et puis, vraiment, l'intention du groupe, c'était vraiment d'outiller les acteurs terrain pour les aider à se repérer dans ce monde-là qui est l'évaluation, mais se repérer à partir de leurs propres besoins. Je pense que c'est ça qui était peut-être l'élément le plus important de cette démarche-là. Donc, comment on construit une évaluation qui est vraiment centrée sur ses besoins, intérêts, ses visées, et de pas tomber dans le piège parfois de répondre d'être trop flou, ou parfois il y a différents types d'acteurs qui peuvent aussi graviter autour de démarches qui ont aussi des volontés d'évaluation. Donc comment on considère tout ça sans oublier les propres besoins des démarches collectives. On souhaitait aussi faire un travail qui allait outiller les acteurs terrain pour pouvoir engager justement des discussions éclairées avec les partenaires, les bailleurs de fonds, avec des ressources d'accompagnement en évaluation. Donc, vous allez voir, là, ce qu'on présente aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui se veut un outil pré-évaluation, un outil qui aide là, justement là, à bien amorcer cette démarche-là qui peut être très, très, très utile et pertinente là, pour mener des changements, pour réaliser des démarches collectives. Donc, puis on voulait, entre autres, aussi éclairer qu'est-ce qui est aidant pour préparer une démarche d'évaluation là, qui va être utile puis qui va mobiliser l'ensemble des acteurs. Donc voilà. Donc c'est vraiment l'intention de la démarche. Et donc vous en douterez pas probablement, là, c'était un parcours qui a été quand même de longue haleine. C'est ça qu'on a consacré. Les travaux ont débuté en 80, à l'automne 2013, pardon, pas 80, 2013. Et puis, vraiment, on a passé pratiquement une première année là, pour faire un état de situation, de bien comprendre là, ce qui se passe actuellement là, au niveau de l'évaluation dans le contexte du développement collectif. On a réfléchi vraiment là sur la contribution qu'on pensait pouvoir faire qui pourrait être pertinente et aidante en considérant différents travaux en cours sur l'évaluation. On a défini notre projet de groupe. On a même fait une théorie de changement qui nous a aidé à baliser, dans le fond, le travail qu'on souhaitait faire.
Et puis, le gros du travail qui a été fait dans les années subséquentes a été vraiment on a plongé, on a voulu documenter les pratiques évaluatives en cours pour savoir un peu comment se vivent ces démarches-là sur le terrain. On a aussi voulu comprendre, et donc, entre autres, pour faire ça, on a réalisé huit groupes de discussion auprès de démarches collectives qui considéraient avoir réussi leur démarche d'évaluation, justement pour bien comprendre les conditions et ce qui a fait une différence là, dans leur travail. On voulait pas, non seulement, on voulait pas juste avoir les impressions de personnes qui avaient vécu quelque chose de positif, on s'est dit, on veut aussi savoir ce qui contraint ou ce qui empêche ou ce qui est qui fait obstacle à des démarches évaluatives. Donc, on a réalisé un sondage également et je vais vous donner quelques grandes lignes, mais ce travail-là a beaucoup, les résultats de ces travaux-là ont beaucoup alimenté ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. On a aussi recensé les approches évaluatives qu'on considérait pertinentes pour les acteurs du développement collectif. On a même recensé, documenté certaines pratiques qu'on appelait des pratiques frontalières, donc des pratiques qui permettent dans le fond, de faire des ponts et d'utiliser l'évaluation, mais de faire des ponts, par exemple, avec une planification stratégique. Ceux qui réussissent, dans le fond, intégrer l'évaluation dans d'autres processus. On s'est dit intéressant là, de voir il y a des pratiques formelles d'évaluation, mais il y a aussi d'autres pratiques qui peuvent être d'intérêt pour les acteurs terrain. Mais on s'est vraiment recentré, suite à tout ça, sur tout ce qui est davantage important au niveau de la préparation. On a consacré, dans le fond, nos efforts, là, malgré, on a exploré différents champs, mais on est revenu à cette intentionnalité-là de départ. Donc, ensuite, je vous parlais là, de certains de ces travaux, entre autres au niveau du sondage. Donc, on a fait une démarche qui a interpellé environ 186 répondants. Et puis, on a quand même eu des surprises, je dirais, par rapport à nos impressions dans le cadre de ce sondage-là. Je vous partage quelques éléments. Là. Donc, d'abord, la perception générale du processus d'évaluation est vraiment positive. Hein. Ça nous a surpris. Les gens, parce que on avait l'impression quand même pendant certaines années que les gens avaient beaucoup d'expériences négatives au niveau de l'évaluation. Et puis, donc, ça nous a surpris de voir qu'il y a quelque chose qui semblait changer par rapport à ces perceptions-là. 100% en fait des répondants ont considéré que des démarches d'évaluation peuvent générer des apprentissages utiles. Donc, c'est surtout le 100% là, on se doute qu'en général, les gens pensent ça, mais c'était l'ensemble des répondants qui pensaient ça. Autre élément important aussi, c'est que les gens différencient beaucoup la notion d'évaluation de reddition de compte. Donc, en fait, on comprend ça davantage comme l'évaluation étant considéré comme un processus beaucoup plus investi, beaucoup plus participatif, beaucoup plus exploratoire, qui génère des retombées au-delà de ce que traditionnellement une reddition de compte fait. Et donc, il y avait une importance à quelque part de différencier ces deux processus-là pour les acteurs terrains. Et puis, de façon très marquée, donc les 3/4 des répondants là, considéraient que l'évaluation peut permettre d'améliorer les façons de faire. Donc, ça témoignait quand même, je pense, d'une plus grande ouverture, puis plus de volonté d'explorer puis d'expérimenter des pratiques évaluatives. Donc, pour nous, ça nous a vraiment encouragé, ou en tout cas confirmé dans disant, OK, comment il y a une volonté d'aller de l'avant, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut être contributif là, de l'évolution de ces pratiques-là. Donc, voilà. Donc, c'était un peu une mise en contexte. Vraiment, ce midi, on veut vous présenter plusieurs choses. D'abord, hein, on veut vous présenter là, pourquoi d'abord on a pensé produire l'outil qui est lancé aujourd'hui. Puis on va vous amener à l'intérieur de certaines composantes importantes de cet outil-là. Et puis, mais c'est sûr qu'on va couvrir seulement qu'une partie, donc on va vous inviter là, à en prendre connaissance et on espère vous en servir. Là. Donc, mais quand même, le guide est organisé en différentes sections. Là, Sophie va vous présenter ça davantage tantôt. Mais donc l'importance de bien se repérer par rapport à ce que c'est l'évaluation, puis ce que ça implique.
Et puis, quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt à amorcer une démarche évaluative? Toute la question de bien comprendre, quand même comprendre c'est quoi l'évaluation, d'avoir un minimum de compréhension partagée de ce que c'est avant de s'y lancer. Toute la question de la préparation, c'est quoi les conditions favorables pour mener une évaluation, puis aussi comment on différencie les différents types d'évaluation et pour bien choisir celles qui vont correspondre à notre besoin. Et donc, c'est vraiment c'est la séquence qu'on souhaite couvrir avec vous ce midi. Donc voilà, fait que Sophie, est-ce que tu veux nous rappeler là, pourquoi ce guide, pourquoi ce travail dédié aux acteurs terrain? Bien, tout à fait. Alors, ben, le guide a été mis en ligne depuis hier là, sur le site de Communagir. Vous pourrez le récupérer. Donc, en fait, c'est ça, le guide. Là, on va plonger un petit peu plus dans la matière puis dans le guide en tant que tel. Donc, en fait, c'est que le groupe de travail sur l'évaluation a jugé que une évaluation, ça peut être un atout extraordinaire pour une démarche collective, pour être capable d'avoir un nouvel éclairage sur une réalité, pour se donner un peu de souffle, un peu de perspective, pour savoir si on progresse vers nos objectifs, pour aller chercher des nouveaux partenaires. Mais c'est de voir comment l'évaluation peut vraiment être utile et mobilisatrice. Puis quand on parle de démarche collective, bien s'entendre qu'on parle d'un contexte dans lequel il y a de multiples partenaires qui viennent d'horizons variés, puis qui se sont donné des modes de fonctionnement. On peut penser à une table de concertation, on peut penser à une initiative collective autour d'un projet, puis qui sont donc appelés à travailler ensemble. Donc, en fait, quand il est question d'utilité, ce qu'on a réalisé, c'est que pour qu'une évaluation soit utile, les meilleurs gardiens de ça, c'est les partenaires de la démarche en tant que telle, puisque l'utilité va aussi beaucoup être fonction de la réponse aux besoins, puis de ce qu'on va faire avec les résultats de cette évaluation-là. Puis à travers le cheminement, ce qui a été clair, c'est que c'est la préparation qui va être vraiment déterminante de cette utilité-là. C'est-à-dire que si on réussit vraiment bien à s'ancrer dans les besoins de notre démarche, puis à se doter d'une évaluation qui est souple, adaptée à nos besoins, mais aussi à nos ressources, ben c'est gage en bout de piste d'une évaluation qui va probablement être utile puis qui va générer de la mobilisation. Donc, il y a beaucoup de guides ou qui aident à préparer l'évaluation, mais très peu qui le font dans un contexte collectif en tant que tel ou dans un créneau là, justement multipartenaire. Donc, c'est vraiment ça qu'on a voulu outiller, c'est-à-dire réfléchir l'évaluation dans un contexte multipartenaire, puis pour offrir des repères pour démystifier cette évaluation-là, puis outiller des gens qui vont vouloir plonger, que ce soit un coordonnateur d'une démarche collective, un initiateur d'un projet collectif, un comité de partenaires. Donc, vraiment, l'idée, donc, pourquoi ce guide? Et là, c'est ce que vous avez à l'écran, c'est permettre d'aborder la question de l'évaluation avec ses partenaires, ses bailleurs de fonds et une ressource d'accompagnement en évaluation qu'on voudrait contracter. Aider à se repérer dans cet univers-là qui est des fois est encore un peu complexe. Tu sais, des fois, il y a beaucoup de méthodologies, d'éléments qui semblent plus experts. Donc, essayer d'avoir de la prise quand il est question d'évaluation, puis être sûr que ce soit bien au service de notre démarche. Puis aussi, ben, offrir un soutien là, bien concret à la préparation d'une démarche d'évaluation là, dans un contexte collectif. Donc, pourquoi ce guide? Voici donc les réponses. Là, j'ai vu apparaître à l'écran quelque chose. Nous avons... Ah, voilà, le guide est disponible. Marie-Denise vous a indiqué l'adresse où vous pouvez récupérer le document dans le clavardage. Donc, la séquence qui est proposée dans le guide, c'est la suivante, qui est assez simple, c'est-à-dire de se repérer par rapport à l'évaluation, puis ce qu'on veut faire, comprendre, donc partager une minimale compréhension commune de l'évaluation, se préparer très concrètement, puis ensuite, ben, plonger, mettre en œuvre, réaliser l'évaluation.
Le guide se concentre davantage sur les parties jusqu'à se préparer, bien que vous verrez, on a aussi, pour plonger, donné quelques repères dans ce guide. Donc, se repérer. Comme je le disais tout à l'heure, on dit souvent que, en fait, pour être utile, quelque chose doit répondre à un besoin. Donc, c'est vrai pour un ensemble de projets ou voyons, de guides ou d'initiatives, mais c'est vrai aussi dans le cas de l'évaluation. C'est-à-dire que si on réussit vraiment à intégrer, ancrer la démarche d'évaluation dans ce dans quoi on est, puis que c'est contributif à la réflexion, puis que ça nous permet d'agir et de prendre des décisions de manière plus éclairée en fonction des défis que la démarche vit, ben il y a fort à parier qu'en bout de piste, les résultats seront plus utiles aux partenaires, puis qui seront en tirer tous les bénéfices. Donc, vous avez à l'écran les différents besoins collectifs auxquels l'évaluation peut répondre qu'on a entendu quand on a fait réaliser des groupes de discussion, des focus group, avec avec les 8 démarches justement qui ont vécu des démarches d'évaluation réussies. Donc, à travers leurs réponses, puis à travers les besoins auxquels ils souhaitaient répondre avec l'évaluation, c'est ce qu'on a été chercher. Donc là, juste à titre indicatif, Marie-Denise, si tu pouvais me partager le sondage, j'aimerais voir, vous, dans vos expériences, qu'est-ce qui ont été les besoins auxquels l'évaluation vous a permis de répondre. Donc, si vous voulez aller cocher, bien sûr, vous pouvez cocher plusieurs réponses pour qu'on voit un peu à travers vos réponses, qu'est-ce qui sont les besoins auxquels l'évaluation, là, à travers vos expériences, ont été les plus marqués. Ceci dit, Marie-Denise, si tu pouvais réapparaître, je suis pas sûre. Je crois que c'est toi qui a les résultats. Oui, ben en fait, vous les voyez pas quand vous répondez. Ben, je vois pas le colligé, là. Si tu vas dans Pôle en bas, Pôle, si tu cliques dessus, ça fait quoi? Dans Pôle, je l'ai pas, c'est ça. Ah, ben je. Si tu pouvais nous animer cette partie. Bien sûr, mais il va falloir qu'on trouve comment. Je ne sais pas si je partage mon écran, je pense que non. Mais tant que les gens continuent de répondre, là, il y a 27 personnes sur 45. Je vous laisse le temps d'avancer là-dedans. Encore une petite minute pour ceux qui n'auraient pas déjà voté. Ben, plutôt répondu au questionnaire. On va voir. Peut-être quand que je vais l'arrêter, qu'on va voir les résultats aussi. Ah, peut-être. Puis je vais repartager à ce moment-là mon écran. Donc, on va arrêter ça maintenant. Je peux vous partager les résultats. Est-ce que vous les voyez? Oh, oui, je les vois finalement. Magique. Merci, Marie. Donc, en fait, donc les réponses les plus populaires pour le moment, donc ça a été savoir si on progresse vers le changement qui est souhaité et s'assurer qu'un projet répond bien aux besoins et aux objectifs, suivi par la suite de dégager des pistes d'amélioration. Puis là, ben ensuite, il y a un ensemble de réponses là, où on a des 30%, 20%. Donc, vous voyez un peu, donc il y a un ensemble de besoins auxquels l'évaluation peut répondre. Des fois, ce sera le besoin principal, puis des fois, on pourra répondre à des besoins, je dirais, plus intermédiaires à travers l'évaluation. Mais là, vous me pardonnerez, documenter des processus novateurs, qui est le dernier besoin, c'était plus possible d'ajouter des choix de réponse. Donc, nous ne saurons jamais si ça aurait été une réponse populaire. Mais donc, voilà. Donc, on voit un peu, à date, il n'y a aucune des réponses auxquelles il y avait personne qui avait répondu. Donc, on voit que ça répond à un ensemble de besoins. Puis, pour être capable de voir c'est quoi les besoins, effectivement, de notre démarche, sans que ce soit parfait, là, il y a peut-être des questions qu'on peut se poser pour être sûr d'avoir une compréhension commune de là où on en est. C'est-à-dire que
de base, se demander quelle est donc cette démarche, initiative ou projet collectif que l'on souhaite évaluer, là. Puis qu'est-ce qu'on veut réaliser ensemble, qu'est-ce qu'on essaie de faire ensemble, qu'est-ce qu'on a réussi jusqu'à maintenant, puis qu'est-ce qui nous reste à faire. Déjà en partant, en se posant ces questions-là, ça permet d'avoir un focus, un état de situation pour pour se, se, pour se parler des besoins. Donc, si on a réalisé plusieurs projets au sein de la démarche, on va peut-être vouloir aller voir les retombées de ces projets-là. Peut-être aussi qu'on a on vit des insatisfactions par rapport au fonctionnement, puis on n'est pas toujours, pas toujours sûr qu'on fonctionne de manière optimale, puis on voudra mettre l'évaluation au service de plutôt ce défi-là qu'on vit. Donc, il y a un ensemble de besoins, puis il s'agit de vraiment être ancré dans une bonne lecture de là où on en est, puis ensuite mettre vraiment l'évaluation au service de ce besoin-là. Donc, je pense qu'on... Puis là, ensuite, ben, quand il est question d'entreprendre ou non une évaluation, ces petites questions-là, en fait, elles sont bonnes pour l'évaluation, mais elles sont bonnes en général pour un ensemble de projets, puis elles doivent être prises une après l'autre. C'est-à-dire que quelle est la compréhension des partenaires par rapport à l'évaluation? Des fois, les partenaires peuvent avoir des visions très différentes, voire même des fois contradictoires par rapport à ce qu'est une évaluation. Des fois, certaines personnes peuvent avoir vécu une expérience négative ou avoir une vision très, disons, un peu conservatrice de l'évaluation. Ils peuvent, on va en parler plus tard, avoir plusieurs mythes relatifs à l'évaluation. Donc, avant d'amorcer, c'est intéressant de voir si les partenaires partagent une compréhension minimalement commune, partagée, de ce qu'est l'évaluation, de ce qu'elle permet de faire, puis dans quoi elle sera au service de notre démarche. Une fois qu'on a partagé une certaine compréhension commune, après ça, il est important de voir si les partenaires considèrent que c'est pertinent de réaliser une évaluation à ce moment-ci. C'est-à-dire que même si on sait qu'une évaluation pourrait être intéressante puis nous amener plusieurs bénéfices, peut-être qu'il y a d'autres choses qui occupent notre démarche collective puis qui est prioritaire en ce moment, puis que bien que les partenaires puissent trouver ça intéressant en général, ne trouvent pas que c'est la chose la plus pertinente pour les défis qui sont vécus en ce moment par la démarche. Ensuite, il est intéressant, on peut avoir une compréhension partagée de l'évaluation puis de ses bénéfices potentiels, trouver que c'est pertinent de le faire maintenant, mais il reste aussi à voir si les partenaires ont de la motivation et de la disponibilité presque personnellement pour s'engager dans l'évaluation. C'est-à-dire qu'on sait qu'une évaluation, ça va demander quand même des ressources, de la participation. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait minimalement un petit groupe de partenaires qui aient la disponibilité de vraiment s'investir un peu plus dans le processus pour être capable de faire avancer l'évaluation. Puis enfin, ben, une fois qu'on a une compréhension plus partagée, qu'on juge que c'est un moment pertinent, qu'on a de la motivation, disponibilité, ben, les partenaires peuvent ne pas savoir ou peuvent savoir comment s'y prendre pour réaliser l'évaluation. Rendu là, on est davantage dans quelque chose de mise en œuvre. Donc, il y a un ensemble d'outils qui vont pouvoir venir aider, bonifier. On peut engager un accompagnateur externe pour venir nous aider à placer cette séquence-là, puis bien s'organiser. Mais ça va être important en amont d'avoir les autres niveaux là, de réflexion. Puis, à l'issue de ça, on peut réaliser que c'est pas le meilleur moment pour réaliser une évaluation où il y a trop de choses on a trop de choses sur le feu, c'est pas le meilleur moment. Ce qui veut pas dire qu'on doit nécessairement abandonner complètement cette idée d'évaluer. On peut par ailleurs y aller pour des formules plus légères ou des choses un peu en périphérie de l'évaluation, comme du monitoring ou se dire qu'on a besoin de se recentrer sur ce qu'on essaie de faire, puis plutôt aller dans un exercice de planification stratégique pour reconfirmer nos cibles, puis se donner les étapes qui, selon nous, vont nous permettre d'y arriver. Fait que c'est des choses qui sont un peu à l'extérieur du champ de l'évaluation, mais qui vont déjà commencer à nous mettre dans un réflexe qui peut être évaluatif, puis de se questionner sur la façon dont on fait les choses, puis les résultats qu'on souhaite atteindre. Il y avait des questions. Alors, est-ce que cette étape fait... Alors, il y a Marilyn Côté qui demande, est-ce que cette étape fait partie de la deuxième étape? Bon, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Marie-Denise, est-ce qu'on peut prendre les questions
vocales des personnes en leur donnant le micro ou il faut se contenter de... Non, absolument. Les gens peuvent lever leurs mains aussi OK. à droite. Puis à ce moment-là, je peux leur donner la possibilité de répondre, de OK. parler, pardon. OK. C'est bon. Donc, Marilyn Côté, est-ce que vous voulez intervenir? Vous avez réécrit par ailleurs après, merci. Probablement que peut-être j'ai répondu à votre question. Sinon, il y avait spectateur anonyme qui demandait, considérant l'importance de l'évaluation, ne doit-on pas obliger nos partenaires à l'intégrer? En fait, effectivement, des fois, on peut être un peu plus soutenu dans notre envie d'y participer, mais pour un projet comme l'évaluation, comme pour un autre, s'il n'y a pas un minimum d'adhésion, c'est-à-dire qu'on va traîner ce fardeau-là un peu tout le long. Ce qui ne veut pas dire par ailleurs qu'il n'y aura pas une évaluation qui pourrait être réalisée, mais si on la veut utile et mobilisatrice, il y a plus de chances si les gens ne sont pas investis, s'ils ne sont pas motivés, s'ils n'en voyaient pas la pertinence ici maintenant pour faire face aux défis de la ben, il y a des chances que le réinvestissement de ce qui est appris dans cette évaluation-là soit plus faible. Cela dit, peut-être qu'en cours de route, les gens se passionneront de ce processus évaluatif, mais dans l'amorce, on a des conditions gagnantes là, qui risquent d'être moins au rendez-vous. J'ajouterais, c'est ça qu'on vous allez comprendre qu'on prend pas la trajectoire de contraindre ou d'obliger les partenaires à être présents, même s'ils sont essentiels. Là. En fait, on propose un parcours justement qui aide à construire cet engagement-là, d'aller justement identifier plus les intérêts des différents partenaires pour qu'ils voient un bénéfice justement à s'engager dans cette démarche-là. C'est beaucoup plus dans cette trajectoire-là que s'inscrit le travail qu'on fait, parce qu'on pense qu'à quelque part, on va avoir une participation plus solide là, dans l'évaluation. Super. Donc, poursuivons. Maintenant, on est rendu à se doter d'une compréhension partagée. Alors, c'est à ton tour, Alain. Donc, en fait, comme Sophie le mentionnait tantôt, un des points de départ, c'est d'avoir une compréhension relativement partagée de l'évaluation, de ce que c'est, de ce que ça demande, et puis possiblement des différentes étapes, etc. Donc, comment on aborde ce travail-là? Ben, on a trouvé intéressant là, de l'aborder en traitant certains mythes et réalités. On pense que c'est une façon intéressante quand même là, d'aborder collectivement cette réflexion-là. En identifiant qu'est-ce qu'on a un peu dans nos têtes concernant l'évaluation. Donc là, on a mis entre autres dans l'outil là, un certain nombre de mythes et puis que vous avez à l'écran. Puis là aussi, je vais interpeller Marie-Denise encore une fois pour nous aider avec un petit sondage. Donc, justement, là, si on vous demande quel mythe rencontrez-vous le plus souvent concernant l'évaluation là, dans les démarches ou les projets dans lesquels vous êtes impliqués, là. Donc, peut-être d'identifier, là, on va essayer de voir c'est quoi les mythes les plus répandus, puis on pourrait possiblement là, discuter un peu avec vous là, ce midi. Donc, je vous invite à choisir. Vous pouvez choisir un ou deux, un ou plusieurs mythes là, qui est fréquent selon vous. Donc, vous aurez compris que une partie du travail qui est bien sûr à faire pour préparer une démarche collective, c'est d'identifier justement là, certaines des compréhensions fausses ou non partagées ou peut-être biaisées par certaines expériences, mais qui ne reflètent pas nécessairement l'ensemble de démarches d'évaluation. Donc, l'idée, ça va être bien sûr de travailler à déconstruire certains de ces mythes-là pour présenter une vision plus juste de ce que c'est l'évaluation pour prendre une décision éclairée. Donc, on laisse les gens... je pense que je vois que
les résultats sont apparus. Voilà, donc, donc encore une fois aussi, on voit là, qu'il y a eu des votes pour l'ensemble des mythes. Donc, il y en a deux qui semblent se dégager plus clairement. Donc, le premier étant, l'évaluation se réalise à la fin d'un projet ou d'une phase d'un projet. Alors, donc, en effet, c'est quelque chose qui est assez répandu. L'exercice, en fait, de collecte qu'on a fait nous a indiqué qu'il y a beaucoup d'acteurs qui, en fait, pensent que, en fait, il y a différents moments là où on peut évaluer. En fait, vous allez voir dans ce qu'on va présenter, selon ce qu'on fait, il peut y avoir des temps plus importants pour réaliser une évaluation. C'est sûr que dans le fond, ce qui ressort beaucoup des discussions du groupe et de la collecte qu'on a fait, c'est que l'importance de réfléchir l'évaluation le plus tôt possible, dans une certaine mesure, même au moment de la mise en place. Puis il y a certaines formes d'évaluation même qui peuvent aider à définir même le projet initialement, là. Et il y a aussi des formes d'évaluation qui nous aident justement à faire progresser le projet et donc où on va collecter de l'information au fur et à mesure et qui nous permettent justement là, d'améliorer ce projet-là. Puis bien sûr, il y a des formes d'évaluation qui permettent de mieux qualifier l'impact ou les effets de ce qu'on fait. Mais tout ça, idéalement, on essaie d'identifier ce qui est important à évaluer le plus tôt possible, là. Donc, autant que possible, on essaie de prévoir l'évaluation dès que on peut se mobiliser pour le faire. On comprend parfois qu'au début des projets, c'est pas évident là, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qu'on met pour lancer des choses. Mais il y a beaucoup de projets aussi qui échouent tôt, justement parce qu'on n'a pas de rétroaction, on n'a pas d'éléments qui nous permettent de savoir si les choses sont bien alignées. Le deuxième mythe, évaluer, ça prend beaucoup de temps, ça prend même toute la place. Alors, en effet, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup d'expériences là, d'évaluation vécues qui ont été assez exigeantes en termes de temps. C'est clair que, en tout cas, une des réflexions qu'on a puis qu'on amène aussi dans le guide, c'est l'importance de bien préciser ses besoins, puis à quelque part de prioriser parce que c'est impossible de tout évaluer. Donc, il faut faire des choix. Il faut aussi agir, considérer c'est quoi la capacité puis les ressources des partenaires impliqués dans l'évaluation pour bien doser cette démarche-là. Aussi, toute la question de la participation va être déterminant au niveau de l'implication de temps. Donc, le temps qu'on passe en petits comités, en grands groupes, etc. Donc, l'importance de bien concevoir une démarche là, puis d'être par rapport aux disponibilités, puis d'être équilibré là. Le fait d'avoir un appui externe aussi, ça peut faire une bonne différence là. Donc, il y a tous ces éléments-là qui vont jouer sur l'ampleur là, de la démarche. Quand l'évaluation est au service de l'action, est étroitement collée sur l'action, puis aide à baliser l'action, la définir. Souvent, on a moins le sentiment qu'on investit beaucoup de temps parce qu'on en retire des bénéfices directs. Donc, il y a différents facteurs là, qui jouent, je pense, sur l'impression là, du temps qui est exigé pour cette démarche-là. Je regarde le temps pour voir si on a le temps de traiter un autre mythe. Oui, tu as le temps de traiter un autre mythe. Alors, peut-être un autre mythe qui est ressorti, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'évaluer nos projets. On sait déjà qu'ils sont bons ou non. Alors, donc, en effet, en fait, souvent, on a des impressions ou on a des données, même parfois, qui peuvent sur la satisfaction, qui nous donnent des réponses par rapport à le fonctionnement de nos projets. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'évaluer ou pas? Mais on pense qu'en effet, l'évaluation, là, c'est sûr que c'est quelque chose de naturel qu'on fait de toute façon, mais qu'on peut cibler nos efforts d'évaluation sur certains aspects qui
sont pas nécessairement accessibles quand on fait juste une évaluation de la satisfaction. Donc, parfois, on va vouloir centrer l'évaluation, par exemple, sur l'implantation d'un projet. On veut bien comprendre les défis, puis s'assurer que ça fonctionne bien. Parfois, on veut en savoir davantage sur les impacts de ces projets-là. C'est pas toujours possible de le savoir là, juste de façon anecdotique en écoutant les commentaires de participants. Des fois, on a l'impression que on pourrait peut-être maximiser les retombées de nos projets, que ça pourrait donner plus de résultats. L'évaluation peut éclairer justement comment maximiser ces efforts-là. Puis on a aussi besoin à l'occasion de se questionner sur nos pratiques. Donc l'évaluation peut être jeter des éclairages là, sur les pratiques ou sur le projet lui-même. Parce qu'en effet, on peut chercher à aller investiguer davantage comment des acteurs plus externes ou plus en périphérie voient notre projet, comment il est contributif à ce que d'autres acteurs font. Donc, l'évaluation là, peut nous amener justement à jeter un regard nouveau sur notre projet pour le faire évoluer, l'améliorer et en avoir une perception différente. Alain, on a 2 interventions. On a Carole Guilguilmo, désolée si j'ai escamoté le nom, donc qui dit que le mythe auquel elle est confrontée, c'est que l'évaluation d'impact, c'est la même chose que l'évaluation du processus, puis qu'on les gère de la même manière. J'aimerais vous dire, puis on pourra le voir après, tout à l'heure, on va parler un peu des types d'évaluation, puis les questions auxquelles on peut vouloir répondre. Je pense que ça va peut-être donner de la matière pour être capable de déboulonner peut-être un peu ce mythe-là. Alain, serais-tu d'accord? Oui, oui. Peut-être juste mentionner que d'emblée, là, je pense qu'on a tendance il y a une importance de différencier. C'est quelque chose qui est très relié, mais ça peut être pertinent de le différencier. Puis surtout au niveau des pratiques évaluatives, l'évaluation du processus, les méthodes qui sont utilisées pour évaluer le processus sont très différents de celles de l'évaluation d'impact. Donc, ça, au niveau pratique, même si c'est des choses qui sont interreliées, ça peut être important de les différencier. Mais s'il y a un danger en même temps de couper l'évaluation du processus de l'impact. Parce qu'à quelque part, les processus sont supposés nous amener vers quelque chose. Puis si on sait pas, on n'a pas en tête ce quelque chose, cet objectif ultime, c'est très, très dur de savoir si on a le bon processus. Donc, si je comprends l'intérêt de mettre les deux ensemble, parce qu'il faut pas les séparer complètement, mais au niveau de l'évaluation, là, comme on verra tantôt, il y a peut-être différentes formes d'évaluation plus pertinentes pour un certain type d'évaluation, pour l'évaluation d'impact versus l'évaluation de processus. Puis on a aussi Marilyn Côté qui, elle, un des mythes qu'elle a vécu, c'est que certaines personnes ne veulent pas s'impliquer dans l'évaluation car elles disent ne rien y connaître, même collectivement. Encore une fois, il y a cette idée, puis Alain, tu compléteras. Des fois, si on tombe dans la méthodologie très lourde, puis des concepts très compliqués, on peut donner un sentiment un peu de dépossession, puis de complexité qui égarent, qui font que certaines personnes vont s'exclure. Bon, des fois, peut-être que ça n'empêchera rien, mais des fois aussi, c'est de trouver des formats qui vont permettre aux gens de se sentir compétents. Puis ça va contribuer à faire une évaluation qui va être justement mobilisatrice par le fait qu'elle met de l'avant justement la capacité de participer avant les défis puis les choses de nature plus méthodologique. Donc, on peut aussi penser la façon dont on fait de l'évaluation pour qu'elle renforce les capacités plutôt que de faire que les gens se sentent un peu disqualifiés. Je sais pas, Alain, aussi, si tu voulais, toi, proposer Ouais, une juste réponse. renforcer. Juste appuyer ton idée. Je pense en effet que il y a vraiment une étape importante de se familiariser avec l'évaluation au point de départ là, qui peut peut-être aider là, à démystifier justement un peu, dans une certaine mesure. Donc, pour ça, l'idée là, des mythes, mais aussi, on l'aborde moins rapidement aussi, mais de revenir sur la question là, des étapes d'une évaluation, qu'est-ce que ça implique, etc. Mais donc, on aborde aussi indirectement un peu ces questions-là dans les autres mythes, toute la question des indicateurs, trouver des indicateurs. Souvent, les gens
considère que c'est la première chose à faire. Faut trouver des indicateurs, là. Alors que les premières étapes, c'est souvent davantage justement d'aller engager les acteurs, d'avoir une compréhension commune de qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on a de besoin, pour justement là, atténuer la peur là, de ce que ça peut impliquer. D'ailleurs, Alain, on est rendu aux étapes. Oui, donc en fait, c'est vraiment, on pense, dans le guide, on présente vraiment à titre indicatif, là, vous pourrez aller voir, c'est un petit peu plus élaboré là, quand même, mais ça peut être aidant au point de départ là, d'avoir une certaine conception du chemin qui est couvert par une démarche d'évaluation. Donc ici, c'est comme des étapes types d'une démarche d'évaluation en contexte collectif. Donc, ça peut bien sûr être variable selon l'approche d'évaluation. Là. Donc, mais d'abord, c'est dans le fond de prendre vraiment le temps d'identifier ce qu'on veut évaluer, puis d'identifier les questions qui nous habitent là. Auxquelles on souhaite des réponses qui vont nous aider là à éclairer le chemin. Donc ça, c'est un élément important. Puis bien sûr, c'est à ce moment-là, c'est pas possible de répondre de toujours répondre à l'ensemble des questions qu'on a. Donc déjà, il y a un exercice de priorisation qui peut aider là pour pas partir dans tous les sens au point de départ. Élaborer un plan de réalisation de l'évaluation quand c'est possible. Certaines formes d'évaluation sont tellement émergentes puis accompagnent des projets qui sont encore en train de prendre forme que c'est dur d'avoir un plan détaillé, mais au moins de se faire un plan de match pour des démarches plus stabilisées. Là, on peut faire un plan plus complet. Après ça, on va vouloir, bien sûr, l'évaluation, ça implique normalement d'aller chercher d'informations qui vont nous jeter, qui vont un peu nous permettre un autre regard. Donc, il faut aller élaborer des outils de collecte et de données pour justement aller chercher l'information. Mais là, on parle, ça peut être des choses très, très simples comme de l'observation, comme des sondages, ça peut être des groupes de discussion, ça peut être, il y a des formes très participatives de collecte aussi, là, des kiosques d'information avec des citoyens, etc. Donc, il y a différentes formes d'outils possibles. Et bien sûr, il faut planifier ça, puis ensuite les réaliser. Et dans un contexte de démarche collective, bien souvent, on veut pas nécessairement livrer l'ensemble des données à une collectivité. On va essayer de l'organiser un petit peu. On a appelé ça une pré-analyse, là. Mais à quelque part, on veut faire quelque chose avec les résultats pour que une collectivité, un groupe d'acteurs puisse plonger dans ce qui ressort de ça pour en tirer une analyse plus partagée. Là. On sait que l'analyse, c'est vraiment un élément clé là, pour la mobilisation des acteurs. Donc, si on confie l'analyse uniquement à des spécialistes ou un petit groupe, qu'il n'y a pas une partie qui est faite collectivement, ça risque de pas être nécessairement porteur pour la suite des choses. Puis après ça, bien sûr, il y a la question des activités de diffusion puis d'appropriation des résultats. Donc, on ne veut pas rester avec juste une analyse, faut voir qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec qui on les partage, qu'est-ce qu'on veut que ça change ces résultats-là dans nos pratiques, dans nos façons de faire. Donc, il y a vraiment une étape importante là, de regarder les implications de tout ça. C'est là, entre autres, on parlait de pratiques frontalières. Des fois, il faut acheminer ça dans l'élaboration de nouveaux projets, dans notre planification stratégique, etc. Donc, on cherche à faire des ponts. Et mes collègues au bureau rappelaient aussi que c'est sûr qu'il y a une étape importante qui n'est pas mentionnée là, mais qui est la question de faire un peu le bilan de la démarche d'évaluation elle-même, parce qu'on sait que c'est souvent des cycles puis qu'on répète ça. Donc, de partager ensemble un certain chemin puis d'une évaluation, ça peut être aidant là, justement pour les acteurs au point de départ pour en avoir une compréhension plus partagée. Et savoir dans quoi on s'embarque. Exact. Donc, justement, pardon, des fois, je sais pas, la souris n'est pas bien placée. Donc, une fois qu'on a partagé une compréhension de ce qu'est l'évaluation, de ce à quoi elle peut contribuer, puis des grandes étapes dans lesquelles, justement, on s'embarque, bien, après ça, la préparation comme telle peut commencer. Donc, là, j'ai vu qu'il y avait un commentaire, pardon, je fais deux choses en même temps. Je reçois des petites notifications. Alors, il est écrit « Diffusion et appropriation », c'est un commentaire de Jérôme
Elissalde. Donc, diffusion et appropriation ne devrait être, voyons, ne devrait être pas à être considéré dès le début. À mon sens, l'utilisation des connaissances doit guider le processus. Effectivement, toutes les activités de diffusion-appropriation, on l'a mis en 6, mais c'est en continu aussi à travers la démarche, puis on doit s'en, s'en, s'en préoccuper dès le début, puis y penser. Alain, voudrais-tu compléter? Oui, puis je pense que les acteurs nous en ont parlé, là, tu sais, l'importance d'avoir si la personne qui a plus le chapeau, entre guillemets, ou le groupe qui a plus le chapeau de l'évaluation, souvent va avoir une perspective, dans le fond, va avoir des moments de rendu ou de rapport ou de présenter des choses, euh, mais les gens en général ont beaucoup noté l'importance d'avoir un lien un peu continu. Si quand les personnes qui s'occupent de l'évaluation est là à une rencontre, parfois ils ont des choses à dire à la fin de cette rencontre-là, etc. Donc, à quelque part, cette espèce de cette appropriation-là peut se faire en continu, pas juste à la fin ou à des moments clés, là. Donc ça semble être un facteur important. Puis il y a même des gens qui pratiquent l'évaluation qui vont concevoir, en tout cas, qui cherchent à concevoir dès le départ là, un peu comment va toute la question de la diffusion, de l'appropriation, là, vont le réfléchir au point de départ, comme vous le suggérez, là, Jérôme, là, à quelque part, oui, là, de se faire une tête de comment on veut, en pensant aux acteurs qui sont impliqués, comment on va s'assurer que ce travail-là va servir, va leur être accessible, puis va leur être livré dans un format qui va pouvoir être utilisé. Là. Ça, c'est un élément important là, aussi, là, de bien formater le travail d'évaluation pour bien servir les différents types de personnes qui peuvent être partie prenante de l'évaluation. Les bailleurs de fonds vont probablement avoir des besoins différents d'intervenants, par exemple. Donc, tout cet élément-là de partage et de diffusion est clé, là, je pense, pour l'appropriation puis vraiment l'usage de la démarche d'évaluation. Donc, Jérôme Elissalde a ajouté que c'est ce qu'on entend beaucoup dans les intentions, mais que dans la pratique, des fois, ça se manifeste pas toujours, puis que justement, ça se planifie, puis qu'il y a peut-être des évaluateurs qui pourraient mieux outiller pour planifier, ce qui fait une passe parfaite aux conditions. On était rendu à explorer, donc, dans la préparation, les conditions favorable justement à une évaluation qui sera utile et mobilisatrice. Quand on est allé réaliser les groupes de discussion dans les démarches qui ont réalisé une évaluation qu'elles ont jugée réussie, on a réussi à identifier au travers du discours puis de ce que ces gens-là nous racontaient de leur démarche un certain nombre de conditions qui leur ont permis de vivre un processus intéressant, justement. Il y a des conditions puis rendu au moment de se préparer, justement, pour faire une passe à M. Elissalde, mais tout au cours aussi de l'évaluation, de surveiller que ces conditions-là sont bien en place, qu'on les consolide, qu'on les maintient. Ça devient très intéressant, puis c'est ça qui va aussi s'assurer justement de cette capacité-là à tirer des apprentissages, puis à faire que l'évaluation soit utile, puis bien intégrée à la démarche. Donc, il y a des conditions qui sont importantes dès l'amorce, mais qui seront bien sûr importantes tout au long de la démarche. Il y a des conditions qui sont un peu plus spécifiques à la période de la réalisation, puis il y a effectivement l'appropriation transfert qui, elle aussi, est relativement transversale, donc un peu par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, dès l'amorce, premièrement, vous le voyez, il y en a beaucoup des choses qui sont là dans l'amorce. Donc, ça leur rappelait une fois de plus l'importance de l'amorce pour avoir une évaluation qui va satisfaire les partenaires. Donc, une bonne préparation. Donc, le climat participatif et la vision commune de ce qui est à évaluer, ça, c'est dès le départ. Donc, un bon climat, justement, on est dans un contexte collectif, on a plusieurs partenaires, donc un climat de participation, puis quelque chose qui fait que l'évaluation se passera pas en parallèle, mais qu'on sait qu'il y a des moments clés où on va pouvoir participer. Ça va être ça va être mobilisant. Puis aussi cette vision commune de ce qui est à évaluer, qu'on peut avoir donc décidé ensemble, puis qui est clair pour tout le monde, pour voir en quoi aussi ça va nous être utile, puis qu'on soit tous un peu gardiens de cette utilité-là en cours de route.
Ensuite, il y a bien sûr l'engagement des acteurs qui, elle, permet justement à tu sais, quand il est question d'un contexte collectif, c'est qu'il y a un ensemble de parties prenantes qui ont des fois des besoins particuliers ou des angles particuliers à travers lesquels ils regardent un peu plus la question de l'évaluation. Donc, c'est intéressant que le processus puisse engager les acteurs et les différentes parties prenantes à des moments clés, puis des fois de façon un peu plus soutenue, puis que les processus puissent aussi mettre à profit l'expérience et l'expertise de ces différentes parties-là. Notamment, les gens relevaient que c'est intéressant quand quelqu'un a vécu un processus d'évaluation. Des fois, cette personne-là peut amener de sa connaissance puis mettre de l'eau au moulin. Puis c'est fort apprécié, tu sais, quand quelqu'un peut euh, peut, euh, peut partager cette expérience-là en cours de route. Puis, ben, clairement aussi, cet engagement-là, c'est comme je le disais tout à l'heure, il est un peu gardien de l'utilité, c'est-à-dire que les partenaires et l'engagement des acteurs va faire en sorte de toujours garder l'ancrage dans les besoins et la réalité de la démarche pour être sûr en bout de piste que les résultats puissent servir. Puis je dis en bout de piste, mais c'est tout au long de l'évaluation. Justement, en étant bien investi dans le processus, bien engagé, puis en étant en participant, ça accroît la capacité qu'on a de tirer quelque chose de cette évaluation-là. Tu sais, trop souvent, puis je dirais un peu plus classique, puis dans un certain passé, mais qui est encore actuel, quand l'évaluation, ça se passe un peu en parallèle, que là, il y a des personnes qui s'y mettent, mais qui a pas tout à fait de contact avec la démarche collective, puis que ça se passe un peu en vase clos. Ben, tu sais, les chances après que le rapport soit sur la tablette, puis qu'on n'en ait pas tiré le jus, sont quand même importantes. Fait que plus les gens sont investis, plus ils deviennent eux-mêmes les ambassadeurs, puis les personnes qui permettent de réutiliser ces résultats-là. Donc, puis bien sûr, la confiance entre les acteurs eux-mêmes, parce que des fois, une évaluation, hein, on fait ressortir du beau, mais des fois, on fait ressortir des choses à améliorer. Fait qu'il faut qu'il y ait un espace de confiance. Puis un peu par rapport aux commentaires qu'on avait tout à l'heure, il faut aussi que les gens fassent confiance en leur capacité de mener une évaluation, puis de se sentir compétents, puis de sentir qu'ils aient confiance en leur capacité de mener cette évaluation-là. Je parlais de l'engagement tout à l'heure, mais tout le monde va peut-être pas s'impliquer à la même hauteur. Donc, il y a des gens qui vont être plus investis dans l'évaluation, d'autres qui vont être peut-être plus ciblés à des moments clés. Il faut respecter aussi ouais, la contribution variable et peut-être inégale des acteurs. Puis ce qui est une autre condition importante, c'est justement cette idée d'avoir un comité de suivi qui, lui, va être justement peut-être plus investi, plus impliqué dans le processus d'évaluation. On juge que ça va être une force qui permet justement peut-être de dégager certains partenaires, mais qui vont savoir qu'à des moments clés, l'information va leur revenir, puis qu'il y en a qui travaillent de manière un petit peu plus soutenue l'évaluation. L'accompagnement de la démarche, ça c'est ressorti très fort aussi. Dans les focus group, les gens avaient beaucoup été accompagnés par des évaluateurs externes ou des ressources d'accompagnement spécialisées là, en évaluation. Cela dit, il y a moyen d'être accompagné à l'interne. Puis dans le guide, vous trouverez une section complète sur l'accompagnement. On n'en parlera pas davantage aujourd'hui, mais à travers les récits puis les discours, même si c'était pas une question en soi dans les focus group, les gens nous ont beaucoup parlé de ce qu'ils avaient apprécié de leurs ressources d'accompagnement. Ça nous a même permis de placer un peu les qualités là, exemplaires des accompagnateurs. Fait que l'idée de faire accompagner la démarche est ressortie comme une condition là, favorable. Sophie, si tu me permets, Oui. en fait, depuis, je pense, ce travail-là, il y a eu beaucoup de travail qui se fait au niveau de l'auto-évaluation. Par exemple, dans les dernières années, là, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. Fait que c'est sûr que peut-être qu'on aurait des résultats un peu différents si on faisait l'exercice aujourd'hui. Mais reste que quand même, c'était quelque chose qui était quand même considéré comme important. Puis comme parce que c'est quand même pour les acteurs qu'on a interpellés, il y a quand même une complexité qui demeure, là. Mais comme mentionnait Sophie, parfois aussi, ça peut être un appui beaucoup plus réduit externe qui aide là, justement la démarche d'auto-évaluation menée largement par un groupe, là.
Mais donc, ça ne veut pas dire nécessairement un exclut l'autre, là. Puis dès l'amorce, merci Alain. Puis dès l'amorce, bien sûr, ben, un financement adéquat pour l'ensemble de la démarche qu'on veut mener, parce que de l'évaluation, dépendamment de l'envergure, puis tout ça, ça va nécessiter là, des ressources, puis il faut que ça soit bien arrimé à nos souhaits, ou qu'on ajuste l'évaluation en fonction de nos moyens, mais un financement adéquat va être bien important. En cours de réalisation, ben, l'idée, c'est d'avoir un processus qui est adapté, souple, participatif. On en parle depuis tout à l'heure, qu'on sache qu'il y a des moments clés où les partenaires vont être réinterpellés, puis qu'on puisse encore toujours se baser puis rester ancré dans les besoins qui peuvent évoluer, puis un peu ça, la souplesse et l'adaptation en cours de route. On sait qu'un processus d'évaluation, ça peut s'étendre sur quelques mois, des fois même des années. Donc, les processus qui ont été jugés réussis sont des processus qui ont réussi à s'adapter en cours de route, réussir des fois à extraire de l'information par rapport à un besoin par ici, puis être capable de toujours redonner un peu de l'eau au moulin en cours de route, puis savoir se réajuster si finalement il y a un besoin particulier au sein de la démarche qui nécessite ce réajustement-là. Puis quand on parle, comme deuxième condition, de l'intégration aux pratiques collectives existantes, c'est que l'évaluation devient, comme un autre projet collectif, justement, une initiative dans laquelle on peut explorer des nouvelles façons de prendre des décisions, où on peut expérimenter, mais aussi où on peut se coller à nos pratiques existantes quand on a des moments qui sont déjà prévus, des façons de faire de co-construction, ben on peut intégrer nos pratiques collectives qu'on a par rapport dans d'autres domaines, dans d'autres initiatives, puis prendre ces pratiques-là, puis les exploiter pleinement au sein de la démarche d'évaluation. Puis finalement, appropriation, transfert, ben, au fur et à mesure de l'évolution de l'évaluation, puis des évaluations, tu sais, au fil des années, mais c'est sûr que développer tranquillement une culture évaluative, un réflexe évaluatif, une envie, tu sais, de s'évaluer un peu plus en continu, ça devient une richesse super intéressante. Puis s'approprier les résultats au maximum, c'est qu'au-delà de l'amorce, ben, de ce qui était prévu à l'amorce, il y a probablement des résultats qui sont au-delà de ce qui était prévu au départ, qui peuvent nourrir aussi d'autres aspects de la démarche, que ce soit justement le processus, le fonctionnement, d'autres projets. C'est-à-dire que la durée de vie d'une évaluation là, qui va être vraiment bien ancrée, des fois dépasse le cadre de ce qui était prévu. Ce que les gens nous ont beaucoup dit dans les groupes de discussion, c'est que au final, ils ont appris à travailler ensemble vraiment beaucoup à travers ces processus d'évaluation-là. Puis au-delà des résultats bien concrets de l'évaluation qui dit voici, je sais pas, les retombées ou voici les différentes pistes d'amélioration par rapport au processus, c'est une vraie expérience de travail ensemble dans des moments, des fois, qui justement nécessitent des réajustements, qui a été aussi une richesse, puis qui s'est retraduite dans une capacité après collective bien au-delà de la démarche d'évaluation elle-même. Puis l'appropriation maximale des résultats, comme on le disait tout à l'heure, elle est un peu fonction aussi de l'engagement des acteurs, c'est-à-dire que plus les gens vont avoir joué avec avec les résultats, analyser tout ça, mais c'est que ça va faire partie après ça de la compréhension que les gens ont de leur propre démarche puis de leur initiative. Puis c'est un peu promesse de résultats, de réinvestissement des apprentissages à long terme aussi. Tu sais, une évaluation justement qu'on va aimer revisiter, tu sais, qui va avoir plusieurs vies puis qui va nous avoir amené vraiment ailleurs. Donc là, je vois qu'on a eu une question et ou commentaire. Elle Je est peux peut-être relativement longue. Ouais, oui, c'est ça. je peux peut-être la résumer, Sophie. Parfait. Donc, en fait, ça traite des compétences justement particulières des évaluateurs. Hein. Donc, la question euh,
ça se souligne que parfois les évaluateurs, c'est pas nécessairement toujours des animateurs ou des pédagogues. Parfois, ils ont plus un profil de chercheurs, etc. Donc, ils n'ont pas toujours toutes les compétences pour associer à tout ce qui est appropriation, transfert. Là, tu sais. Fait que, je pense que c'est vrai. Tu sais, je pense que dans le choix, je pense qu'on y revient là, dans le guide aussi, là, dans le choix d'une bonne personne ressource. C'est important justement de regarder l'ensemble de ces compétences-là, puis en effet, là, il y a personne qui possède tout là. Donc, on peut penser parfois à des équipes d'évaluation ou des gens qui vont se compléter justement parce qu'il y a des gens qui ont des grandes forces en accompagnement et en appropriation et en animation, mais ils n'ont peut-être pas toujours nécessairement les compétences pour pousser loin la méthodologie, par exemple. Donc, l'importance de bien constituer l'équipe d'évaluation, là, justement, pour à réunir l'ensemble des compétences que vous aurez de besoin, là, mais c'est un élément important. Mais je dirais que je pense qu'il y a comme des nouvelles vagues d'évaluateurs à quelque part aussi, là, que moi je peux constater, il y a différentes communautés de pratique. Puis je pense que les évaluateurs sont de plus en plus conscients de l'importance de cet aspect-là. Puis je pense qu'il y a des gens qui réunissent qui réunissent cette espèce d'assemblage de compétences là, dont on parle, mais il y en a peut-être pas des tonnes. Puis on parlait de penser aussi des activités, tu sais, d'appropriation, puis c'est des choses aussi qui se planifient. Puis effectivement, les gens qui vont avoir eu les mains dedans d'un comité de suivi ou des partenaires un peu plus investis peuvent être aussi de très bons gardiens de cet esprit-là, parce que même des fois, si c'est une évaluation externe, l'évaluateur peut être parti, mais il y a des gens qui ont participé de plus proche au processus, puis qui vont être les meilleurs gardiens de réinvestir toujours ces apprentissages-là là, en continu dans la démarche. Alors, hop. Donc, si on poursuit, dans le fond, dans la séquence là, de se préparer à l'évaluation, donc on a réfléchi les conditions qu'on a besoin de réunir pour avoir le plus de chances possible de réussir notre démarche. Donc, une autre étape importante là, qui ressort, qui est mise en valeur dans le guide, c'est la question aussi de bien identifier qui va être interpellé dans l'évaluation, puis les viser également. Donc, qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qui est souhaité au niveau de l'évaluation. Donc c'est comme on pourrait dire, c'est deux regards qui aident vraiment à se préparer, puis à vraiment peut-être à quelque part orienter le genre de démarche qu'on va vouloir faire, qu'on va vouloir discuter avec une ressource externe en évaluation ou des personnes de l'équipe qui sont plus spécialisées en évaluation. Là. Donc, une des lunettes, donc, c'est de différencier les parties prenantes de l'évaluation. Donc, autour d'un projet, il peut y avoir différents types d'acteurs qui ont des besoins différents, qui se posent des questions différentes, qui vont avoir aussi des besoins vont avoir besoin des résultats de l'évaluation à différents moments. Donc, de prendre vraiment le temps de bien définir ça, de pas penser qu'une évaluation répond aux mêmes besoins de tout le monde, là, parce que là, ça peut être une grosse déception en cours de route si on se rend compte que les attentes étaient très diversifiées puis que l'évaluation n'a pas tenu compte. Là. Donc, identifier qui sont les parties prenantes de l'évaluation, quels sont les intérêts, les questionnements qu'ils ont, quel genre de décisions qu'ils ont à prendre peut-être par rapport au projet, ça va vraiment aider à clarifier quel genre d'évaluation va être aidante puis qui va répondre aux besoins. Donc, est-ce que les bailleurs de fonds sont impliqués dans la démarche? Est-ce qu'ils ont des questions particulières pour lesquelles ils espèrent des réponses? Il y a peut-être des personnes qui ont des décisions à prendre par rapport à l'avenir d'un projet ou d'un programme. Ils n'ont pas besoin de suivre en détail l'initiative, mais à quelque part, à un moment donné, il va falloir qu'une décision se prenne. Il y a peut-être des gens à l'extérieur qui sont intéressés à ce que vous faites, puis peut-être le modéliser ou à l'utiliser ailleurs ou le diffuser à plus grande échelle. Eux autres aussi, fait qu'ils vont avoir un questionnement différent que les gestionnaires de projet, par exemple, qui, eux, vraiment ont des décisions à prendre à certains intervalles, puis ont besoin de savoir comment les choses évoluent. Des personnes impliquées dans les opérations quotidiennes, là, le personnel, les participants, eux aussi, là, ils peuvent avoir des questionnements pointus opérationnels par rapport puis pour lesquels ils espèrent que l'évaluation va les renseigner, les éclairer.
Puis parfois aussi des projets vraiment qui sont menés par des innovateurs sociaux ou des développeurs de projets qui vraiment innovent là, dans leur façon de faire, puis ils ont des questionnements euh, euh, particuliers pour aider à donner forme à leur projet ou de comprendre un peu comment résonne l'environnement, comment les acteurs bougent autour de ce projet-là, est-ce qu'ils l'acceptent ou pas, etc. Donc, selon les parties prenantes, vraiment, on peut arriver à différents besoins, ce qui peut être très complexe là, quand on se met à gérer, à faire des choix sur l'évaluation. Là. Mais au moins, au point de départ, si on sait les attentes de ces différents types d'acteurs-là, puis on peut, peut-être ça peut être comment je dirais, décevant pour certains acteurs parce que l'évaluation ne pourra pas répondre à l'ensemble, mais au moins, on n'a pas d'attentes qui sont pas réalistes. Là. Ce qu'on essaie de décerner le plus tôt possible là, au point de départ. Donc, ça, on trouvait que c'était une lunette intéressante pour penser, réfléchir l'évaluation pour que ça colle le plus possible aux besoins, à la réalité des acteurs. Et l'autre lunette, c'est de le regarder en fonction des visées. Donc, de regarder en fonction de qu'est-ce qu'on espère, ce qu'on espère que l'évaluation va apporter. Donc ici, là, on s'inspire beaucoup, entre autres, du travail de Michael Patton, là, qui est un praticien senior reconnu là, qui s'est beaucoup tourné en évaluation, qui s'est beaucoup préoccupé de l'évaluation utile. Là. Donc, on trouvait ça intéressant quand même de dire, ben oui, il y a différentes visées évaluatives, là, et parfois on peut en avoir plusieurs au sein d'un même projet ou une initiative. Peut-être la première, c'est qui est la plus connue, à quelque part, c'est de porter on veut vouloir, ça c'est possible qu'on veut porter un jugement global là, sur un projet. On peut aller à la prochaine diapo, Sophie. Donc, on veut, par exemple, on veut savoir là, à quelque part, dans le fond, on veut savoir si le projet vraiment atteint ses cibles, on veut savoir si on devrait le répéter, ce projet-là, etc., là, de ce genre de jugement-là. Donc, on a ici quelques questions c'est pas nécessairement des questions définitives, mais c'est dans le fond, pour aider à éclairer les personnes qui cherchent à préciser leurs besoins. C'est-tu ce genre, dans le fond, est-ce que c'est ce genre de questions-là qui vous habitent ou peut-être certaines des parties prenantes, c'est ce genre de questions-là qui vous habitent? Donc, c'est probablement pas les versions finales, mais de questions qui vous concernent, mais ça aide un peu à éclairer dans le fond, qu'est-ce qui est la visée souhaitée de la démarche évaluative? Là? Donc, tu sais, des questions qui ressemblent, par exemple, à est-ce que le projet a répondu aux besoins des participants? Est-ce que c'est vraiment une valeur, le projet, dans le fond, offre une valeur ajoutée, le considérant les ressources qui ont été investies? Est-ce que les retombées puis les coûts d'un projet se comparent avec d'autres options, d'autres choses qui sont faites ailleurs? Est-ce que c'est une pratique efficace qui devrait être financée puis diffusée comme modèle? Là? Donc, on est vraiment dans une appréciation globale d'un projet, d'une vue d'ensemble. Une autre visée, c'est de pouvoir vraiment apprendre puis de s'améliorer en continu. Là. Donc, l'évaluation vise, dans le fond, à améliorer le projet. Donc, on va se pencher vers, vous allez voir, c'est vraiment une autre lunette. Là. On se demande comment les participants vont réagissent au projet. Tu sais, est-ce qu'il y a différents sous-groupes dans le projet puis qui ils réagissent pas de la même façon? Puis si oui, ben c'est qu'est-ce qui marche pour qui? Y a-t-il des conditions particulières qui fait que ça a marché plus pour, je sais pas, les participantes femmes, par exemple, au projet versus les hommes, semblent réagir différemment, etc. Est-ce qu'il y a une façon est-ce qu'on peut réduire les coûts parce qu'on se rend compte que le projet avance, puis donc y a-t-il des façons de réduire les coûts pour pas perdre d'efficacité, etc. Y a-t-il une façon d'augmenter la qualité du travail qui est fait parce qu'on sent qu'il y a peut-être des endroits que c'est moins fort ou il y a plus de défis, par exemple, à rencontrer puis par rapport à l'ensemble des ressources qui sont disponibles, etc. Donc, des questions qui visent vraiment à bonifier le projet en cours de route, puis qui va bien sûr impliquer une certaine méthodologie qui va être différente que de celle qu'on va utiliser pour apprécier le projet dans sa globalité, par exemple.
Un autre élément souvent important, la reddition de comptes. Hein. On doit démontrer que les ressources sont bien gérées, gérées de façon efficiente, qu'on atteint les résultats qu'on a espérés. Donc, c'est souvent pour des projets, habituellement, il y a un certain degré c'est habituel qu'il y ait un certain degré de reddition de comptes pour dans le fond, garantir une continuité ou en tout cas rendre compte du travail qui a été fait auprès d'un bailleur de fonds, par exemple. Mais il y a parfois certains contextes qui fait que la reddition de compte est encore plus importante. Des nouveaux programmes, par exemple, qui arrivent ou les programmes sont plus fragiles. Donc, des fois, les exigences de reddition de compte peuvent être plus élevées. Aussi quand on a besoin d'asseoir la crédibilité d'un projet. Donc, des questions comme est-ce que les fonds sont utilisés pour répondre aux intentions, aux objectifs? Est-ce que les buts, les cibles sont en voie d'être atteints? Est-ce que les ressources sont utilisées de manière efficiente? Est-ce que les participants visés sont rejoints? Les types d'approches utilisées conviennent-ils? Donc, des exemples d'une forme d'évaluation qui est plus dans une lunette de reddition de compte. Donc, qui va bien sûr impliquer un regard différent des autres formes de visée. Alain, on a une question. Oui. Quelqu'un qui demande c'est quoi la distinction qu'on fait entre une reddition de compte et une évaluation? Si tu veux répondre. Oui, donc, en fait, dans la façon qu'on le présente ici, on considère que c'est une forme d'évaluation particulière. Donc, il y a d'autres, donc c'est une visée évaluative, mais mais l'évaluation, pour nous, c'est un ensemble là, beaucoup plus large qui va inclure la reddition de compte. Donc, on parlait tantôt entre autres d'évaluation plus formative, hein, qui est plus pour aider à utiliser des termes là, du champ de la pratique, donc qui est l'évaluation plus formative qui pourrait aider à améliorer un projet qui est en cours, ou l'évaluation plus sommative qui pour évaluer plus un projet à sa fin, qui peut inclure par exemple l'évaluation des impacts et des effets. Donc, c'est ces différents types d'évaluation, la reddition de compte étant une des formes qui peut être, en fait, qui est souvent incontournable, mais qui va générer sa propre dynamique. C'est sûr qu'on est souvent plus en train de faire la démonstration de certains éléments, alors que dans d'autres, on va vraiment plus approfondir notre compréhension puis vouloir raffiner notre intervention, etc. Donc, l'autre lunette, monitorer. Donc, dans le fond, un certain besoin surtout dans des projets qui peuvent être complexes, où il y a beaucoup de composantes, etc., difficiles à suivre, beaucoup d'acteurs, mais ça peut être vrai aussi pour des projets plus simples aussi. Mais toute la question de comment on gère notre projet, comment on a besoin d'avoir un peu, d'être nourri de façon plus régulière, identifier rapidement les problèmes. On a besoin de savoir comment ça va. On est plus dans une forme d'évaluation qui est plus un monitoring, là. Donc, on se pose des questions, par exemple, quand on se pose des questions comme est-ce que les apports attendus puis les processus se déroulent bien? Hein? Est-ce que les taux de participation, ça ressemble à ce qu'on espérait? Y a-t-il du décrochage? Est-ce que ça bouge beaucoup? Y a-t-il des variations entre les différents sous-groupes impliqués dans le projet? Y a-t-il des participants qui ont l'air d'investir différemment le projet? Y a-t-il des blocages, des bugs, des choses qui émergent en cours de route qu'on a besoin de traiter? Est-ce que les premiers résultats produits correspondent à ce qui est anticipé, ce qu'on avait espéré? Donc, vous comprenez qu'on est dans un regard vraiment plus proche de ce qui se passe sur le terrain, puis on essaie d'identifier rapidement ce qui peut être problématique, là, hein? Donc, on est dans des besoins plus de monitoring. Il y a des projets qui, en soi, sont vraiment parce qu'ils sont nouveaux, parce qu'ils sont émergents, parce qu'ils n'ont jamais été faits avant, ou qui ont été faits dans un contexte vraiment différent, puis que on se dit oh mon Dieu, on peut pas juste suivre une recette là. Donc il y a des formes d'évaluation qui sont là pour vraiment accompagner justement des projets en émergence. Donc et là l'évaluation va vraiment être tournée sur dans le fond sur des questions comme
progressons-nous dans la direction désirée? Tu sais, est-ce qu'on a l'air des temps alignés? Qu'est-ce qu'en fait on peut actuellement vraiment contrôler dans notre démarche? C'est quoi qui est hors de notre contrôle? Puis comment qu'on s'adapte justement à cette situation-là? Parfois, on s'attaque à des enjeux majeurs, puis on se rend compte en cours de route qu'on n'a pas vraiment de prise, ou en tout cas une prise sur certains aspects, mais que d'autres éléments, c'est hors de notre contrôle, où il faut vraiment s'associer avec d'autres. Donc, si on prétend pouvoir faire des changements de grande ampleur alors qu'on réalise en cours de route que faut s'ajuster, donc ça va affecter la perception des résultats, de qu'est-ce qui est considéré un échec, etc. Donc, de vraiment de bien camper le projet, puis ce qu'on est vraiment qu'on pense qu'on est en mesure de faire, d'avoir comme effet. Toute la question aussi des signaux, là, des fois un projet, hein, on a de la difficulté il y a beaucoup de choses qui se passent rapidement. Il y a beaucoup d'informations qui nous arrivent. C'est quoi qui est important de prendre en compte versus qu'est-ce que c'est normal, ou etc. Donc, l'évaluation peut aider en guillemets, à filtrer quand on est en phase de développement intense. Là, il y a souvent trop d'informations. Donc, l'évaluation peut aider à filtrer à quelque part puis de déterminer qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui l'est moins. Des projets aussi. Il faudrait, on devra avancer un peu. La dernière question est intéressante, mais il faudrait qu'on Oui, on oui. veut avoir le temps de prendre quelques questions. Très bien. On pourrait passer à la dernière sorte. Oui, c'est ça. Donc, toute la question merci Sophie, de me ramener dans le droit chemin. La passion. Ouais, c'est ça, rétroaction. Et la dernière élément qui est plus de générer des nouvelles connaissances. Entre autres, si on veut répéter l'expérience, on veut que notre projet puisse, parce qu'on pense qu'il peut être utile ailleurs, donc on veut identifier qu'est-ce que sont les fondements, les principes de ce projet-là. Donc ça aussi, c'est une autre lunette évaluative. Voilà. Donc l'importance de bien, dans le fond, de bien préciser les visées. Puis on espère que ces éléments-là peuvent aider, dans le fond, à bien camper ce que souhaitent les acteurs terrain pour développer une évaluation qui va bien correspondre. Là. Puis après ça, justement, puis vous allez trouver, comme on disait, l'information qu'on vous a partagée aujourd'hui, mais plus encore, dans le guide comme tel. Puis après, il reste à plonger. On le présentera pas aujourd'hui, mais on vous a inscrit des guides, justement, qu'on recommande pour soit démystifier encore plus je dirais, comment faire l'évaluation, les étapes, tout ça. Donc, la préparation qui est faite en amont est une bonne introduction ensuite à se lancer dans quelque chose qui est un peu plus une séquence pour réaliser l'évaluation. Puis ensuite, on a aussi mis un glossaire avec les différents mots là, qu'on va pouvoir entendre en évaluation pour pouvoir être capable d'en discuter puis bien savoir de quoi il est question. Donc, on aurait une petite période de questions et j'ai vu d'ailleurs qu'il sera relativement courte puisqu'il est déjà 23. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait posé une question. 2 petites secondes. Voyons. Alors, conversation. Ah non, c'est qu'on a remis on a remis le lien là, dans le clavardage pour le télécharger, le guide. Est-ce que des gens auraient des questions? Vous pouvez lever la main. Vous pouvez inscrire une question dans le question-réponse. Vous pouvez aussi le mettre dans la conversation webinaire. Donc, si des gens avaient des questions, là, on aurait quelques petites minutes pour en parler un peu plus avec vous. Ou sinon, nous pourrons conclure. On vous a pris au dépourvu. Oh, conversation. Donc, quelles sont les suites pour vous? Quelles sont les suites pour nous par rapport à l'outil ou par rapport à une évaluation par la suite? Sur l'outil, en fait, cet outil-là, il a été réalisé par un groupe de travail sur l'évaluation. Donc, ces personnes-là qui ont contribué puis qui ont co-construit l'outil sont des ambassadeurs eux-mêmes
pour faire rayonner cet outil-là, pour être sûr justement que dans différents réseaux de pratiques, il soit accessible puis bien approprié. On va aussi participer à des rencontres là, pour en faire la présentation. Dans des accompagnements plus spécifiques, déjà, on l'utilise, cette matière-là, là, on va pouvoir utiliser l'outil comme tel. Mais des fois, justement, quand les gens se préparent à faire de l'évaluation ou envisagent l'évaluation, on a cet outil-là. D'ailleurs, plusieurs personnes du groupe de travail sur l'évaluation disaient, hey, moi, quand j'ai une demande d'un groupe pour faire de l'évaluation, je pense que je vais envoyer le guide en amont pour que les gens voient un peu dans quoi on va plonger ensemble. Ça permet de se faire une bonne tête. Donc, voilà, ça serait ce que je pourrais répondre vite comme ça. Puis on vous invite dans le fond, c'était fait vraiment la démarche, dans le fond, multi-acteurs, différents partenaires de différentes provenances. Je pense visait justement à ce que cet outil-là soit utile à différents endroits. Donc, on vous invite, si vous pensez que des personnes, des groupes peuvent en bénéficier, là, de leur transmettre le lien pour qu'ils puissent l'utiliser. Bon, on espère, oui. Il y a quelqu'un qui a levé sa main aussi, Nathalie Germain. Je lui laisserai la chance de s'exprimer. Parfait. Allez-y. Oups, je viens de vous mettre comme panéliste. Donc, on peut même vous voir, si vous voulez. Est-ce que vous avez une question, Mme Germain? Vous pouvez activer votre micro en bas à gauche. Il y a une petite icône. Vous pouvez cliquer dessus. Si vous avez un micro intégré dans votre ordinateur. Sophie, peut-être tu pourrais départager ton écran le temps des questions? Oui, effectivement. Ah. Donc, Mme Germain? Peut-être aussi, Mme Germain, par rapport à votre micro, si vous, dans le petit icône à gauche, il y a aussi une petite flèche là, qui permet de choisir quel micro vous utilisez. Des fois, c'est question de sélection de micro. Ben, on va vous laisser. Au pire, vous pouvez écrire aussi, il n'y a aucun problème. Donc, alors poursuivons en espérant peut-être si on peut vous rattraper, rattraper votre question un peu plus tard, dans les dernières secondes. Donc, on conclut, Sophie? Oui, oui. Donc, dans le fond, on espère, là, comme je vous disais, l'intention, c'était vraiment de produire un outil qui allait aider à la préparation des acteurs terrain, de préparation entre eux, préparation à des discussions avec des bailleurs de fonds, avec des ressources en évaluation. Donc, on espère là, que ça va aider à mieux qu'on a couvert, en tout cas, une bonne partie des éléments importants dans ce qui aide une démarche collective à réaliser une évaluation qui va porter fruit, qui va leur être utile. Donc, dans le fond, c'est clair qu'on a voulu là, explorer plusieurs éléments clés, là, toute la question de la compréhension partagée de ce qu'est une évaluation, toute l'importance d'identifier puis de réunir les conditions minimales là, pour pouvoir amorcer puis rester engagé dans une évaluation. D'avoir des outils pour vraiment essayer faire un premier bout de chemin là, sur c'est quoi nos propres besoins ou les besoins des acteurs impliqués dans notre démarche en ce qui a trait à l'évaluation, là, pour d'avoir un premier pas de fait pour quand on rencontre, quand on explore plus spécifiquement qu'est-ce qu'on veut faire comme évaluation, qu'à quelque part, là, on sait davantage qu'est-ce qu'on souhaite en retirer. Puis bien sûr, toute la question de l'accompagnement on a fait référence là, mais qui se retrouve davantage là dans le guide. On a le commentaire justement de, je pense que c'est Marie-Claude,
qui parle d'un événement de la Société québécoise d'évaluation de programmes le 18 mai prochain. Alors, sachez que nous y avons été d'ailleurs conviés pour présenter l'outil dans le cadre de cette journée-là. Donc, c'est effectivement une des activités dans laquelle on en fera une présentation. Ah, ben Marc-Claude Jean, que nous connaissons, je viens de voir le nom au complet. Je vais juste oui. Et qu'on profite de l'occasion pour la remercier parce que Marie-Claude a joué un rôle important dans la production là, de cet outil-là. Tout à fait. Alors voilà, donc c'est ce qui, dans le fond, là, pour nous, conclut là, cette partie, dans le fond, ce webinaire sur l'évaluation. On vous invite là à aller chercher une version de l'outil, en tout cas, on espère que ça vous aide, puis n'hésitez pas à la diffuser. Ça a été fait dans l'intention vraiment que ça soit utile à l'ensemble des acteurs de démarche collective, mais on pense aussi peut-être à d'autres types d'acteurs, que ça peut être éclairant dans leur démarche. Et on profite de l'occasion pour vous inviter aussi à notre prochain webinaire midi, qui va avoir lieu le 16 mai prochain, même chose en ligne sur Zoom, donc de midi à 13h30, mettant en vedette Sophie Michaud. Mais je serai accompagnée de Amélie Billette, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est maintenant arrivée tout juste lundi comme coordonnatrice du projet Opération Veille et soutien stratégique. Donc, nous co-animerons ce webinaire avec grand plaisir. Tu veux juste nous dire en une phrase un peu qu'est-ce qui va être traité dans ce webinaire-là, Sophie? Ben, en fait, c'est qu'au cours de l'été dernier, l'opération Veille et soutien stratégique a fait, je dirais, on peut dire une étude de cas, mais en fait, on est allé à la rencontre de 3 démarches territoriales qui nous ont partagé comment ils vivaient les différentes transformations qui avaient eu cours, notamment par rapport au rôle des élus qui a un peu changé, aux différentes politiques publiques puis financements qui ont changé aussi, pour voir comment les démarches étaient réorganisées, quels défis elles vivaient, quelles opportunités ça l'avait permis. Donc, c'est un regard là, croisé sur ces 3 démarches-là là, qu'on va vous présenter. Puis on vous présentera un peu plus le projet, là, bien sûr aussi. Alors, merci beaucoup pour ces précisions-là, comme ça les gens savent davantage de ce qui va être traité. Donc, un énorme merci de votre présence cet après-midi. Puis merci en passant, dans le fond, je souligne parce que certains sont là, d'autres vont l'écouter par la suite. Merci aux membres du chantier, en fait membres du groupe de travail sur l'évaluation pour leur travail et leur engagement là, sur le long terme pour ce projet-là. Donc, en espérant que ça serve, que ce soit utile sur le terrain. Merci à tous.